Bonjour, monsieur, dame. Nous avons commencé le chapitre 4. Nous allons continuer dans ce chapitre 4. Dans la première partie du cours, nous avions parlé des notions de base de la mécanique quantique. À partir de maintenant, nous allons déterminer les premières règles, lois et fonctions reliées à cette mécanique quantique. Théorie quantique de l'atome. C'était ça le début du cours. On va continuer. Bien sûr, en terminant la dernière fois, nous avions dit que il y avait que le principe d'insulte d'Eisenberg nous empêchait de déterminer simultanément la position et la quantité de mouvement. Nous avions dit aussi que l'onde n'était pas localisable, donc, alors que toutes les particules dans le microscope ont un comportement ondulatoire. Donc, ça signifie qu'il est impossible de connaître exactement la trajectoire des objets microscopiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant associer à chaque particule ce qu'on appelle une fonction. Pour décrire le comportement d'une particule, on lui associe une fonction mathématique qui peut être réelle ou complexe. C'est à partir de cette fonction d'onde que nous allons avoir maintenant la probabilité de déterminer la position de l'objet. Donc, vous voyez qu'on passe du déterminisme de la mécanique classique au probabilisme de la mécanique ondulatoire. On n'est plus sûr à 100% de la position, de la trajectoire des objets dans l'espace. Donc, pour étudier le comportement d'une particule, on lui associe ce qu'on appelle une fonction d'onde. Et c'est cette fonction d'onde qui va nous donner la probabilité de trouver la particule dans l'espace, qu'on appelle aussi sa probabilité de présence. Une fonction, c'est une fonction de la forme psi, x, y, z et t, ou psi de rt. Donc, vous voyez que c'est une fonction spatiale et temporelle qui dépend des coordonnées d'espace x, y, z et des coordonnées du temps, t. Et les électrons, dans ce cas précis, sont décrits par des fonctions d'onde stationnaires. Des fonctions d'onde stationnaires, donc qui ne dépendent pas de temps. Pourquoi? Parce que le mouvement de l'électron autour de l'atome ne dépend pas du temps. Ne dépend pas du temps. De ce fait, cette fonction d'onde stationnaire qui va permettre de décrire le comportement des électrons avec toujours la nature ondulatoire du mouvement. Il y a toujours une onde qui est associée au mouvement de ces électrons. Donc, cette fonction va être décomposée en deux parties, une partie spatiale et une partie temporelle. Vous avez x ici de x, y, z, t, donc va être décomposé en une fonction spatiale, phi de x, y, z, et en une fonction temporelle, sinus de oméga t. Cette fonction d'onde, psi de x, y, z, est la fonction d'onde d'espace de l'électron et détermine l'amplitude de l'onde. Détermine l'amplitude de l'onde. YZT permet d'avoir la probabilité de présence d'EDP d'électrons dans un élément de volume dV. Donc, ça permet cette fonction d'onde, la partie qu'on appelle la partie spatiale, l'amplitude de la fonction nous donne la probabilité de présence d'EDP, bien sûr d'EDP, une probabilité élémentaire, dans un élément de volume aussi, DDP, probabilité de présence de l'électron dans un élément élémentaire, dans un élément de volume élémentaire, D de V. On écrit D de P de x, y, z égale psi x, y, z au carré dx, dy, dz. Voici l'élément de volume D de V. On peut remplacer aussi par D de V. Comme on a dit que la fonction d'onde peut être réelle ou complexe, psi de x, y, z carré, ce sera donc psi x, y multiplié par le conjugué psi x, y, z. Psi conjugué de psi. Psi fois conjugué de psi. Bien sûr, si la fonction d'onde est réelle, psi est égal au conjugué. Le conjugué de psi est égal aussi à psi. Toute fonction d'onde qui décrit le comportement d'une particule doit être normée. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que quand une particule existe, elle est nécessairement dans l'espace. Donc, la probabilité de trouver la particule dans l'espace tout entier est une certitude. Et donc, est égal à 1. Donc, la particule existe. Donc, vous cherchez dans son espace
dans son espace, dans l'espace d'étude, la particule est nécessairement quelque part dans l'espace. Donc, la probabilité de trouver la particule dans cet espace tout entier est une certitude. Donc, c'est égal à, doit être égal à 1. Cette condition de normalisation est donnée ici. Donc, P dans l'espace tout entier. Donc, si je cherche un électron de 0 dans l'espace de 0 à l'infini, R variant de 0 à l'infini, vous allez vous trouver égal à 1. Donc, une fonction qui décrit le comportement d'une particule ne peut ne pas être normée. Donc, si la particule existe, cherchez la plupart dans l'espace, vous trouvez quelque chose de différent de 1, ça veut dire que ce n'est pas possible. Donc, comme la particule existe, c'est une certitude. Donc, la probabilité de trouver dans l'espace tout entier est égale à 1. Bien sûr, l'espace tout entier, c'est en fonction du problème qui est posé. De 0 à l'infini, sur le noyau jusqu'à l'infini, vous êtes sûr que la particule est quelque part entre le noyau et l'infini. N'oubliez pas, c'est relatif. À 1 cm du noyau, c'est déjà l'infini pour l'électron. Donc, cette porte doit être égale à 1. Cette intégrale, c'est cette intégrale qu'on appelle condition de normalisation. On dit que psi est normé ou normalisé. Donc, une fonction d'onde, c'est une des propriétés de la fonction d'onde. Une fonction d'onde qui décrit le comportement d'une particule doit être normée. Doit être normée. Une fonction qui n'est pas normée ne peut pas décrire le comportement d'une particule. Puisque n'oubliez pas, P, on verra ça tout à l'heure, P nous permet la Psi permet d'avoir la probabilité de présence. Et quand une particule existe, c'est une certitude, la probabilité de la trouver dans l'espace tout entier doit être égale à 1. Toute fonction qui décrit le comportement d'une particule doit être normée. Quelles sont les propriétés de cette fonction d'onde? Pour un atome, on l'a déjà dit, la fonction d est stationnaire. D'accord? Elle est indépendante du temps. C'est-à-dire, on peut décomposer cette fonction en deux parties, une partie spatiale et une partie temporelle. Deuxièmement, psi y définit l'amplitude. Elle doit être uniforme. Doit être uniforme. Donc, pour une position donnée, on ne peut pas avoir deux fonctions d'ordre différentes. C'est-à-dire, si je trouve deux points, M1, M2, tels que phi de M1 égale phi de M2, alors nécessairement M1 égale M2. Elle est uniforme. En un point de l'espace, on peut trouver deux valeurs différentes de la fonction. Bien sûr, on l'a déjà dit, phi doit être normé. La probabilité de trouver, puisque la normalisation détermine la probabilité de trouver la particule dans l'espace tout entier. Et si la particule existe, elle est quelque part dans l'espace, donc la probabilité de la trouver dans l'espace tout entier doit être égale à 1. À part de là aussi, on peut définir la densité de probabilité de présence, ou la probabilité par unité ou probabilité de présence par unité de volume. Si la particule se déplace dans l'espace à 3 dimensions, unité de surface, si la particule se déplace dans un plan, ou probabilité de présence linéaire, si la particule se déplace suivant une droite. Et F ici, bien sûr, ici on a donné la probabilité de présence volumique d de P sur V. On voit que psi carré détermine la densité de probabilité de présence. Psi carré détermine la densité de probabilité de présence par unité de volume si la particule se dépasse dans l'espace à 3 dimensions. Psi carré, voici, on traduit ça par ceci. Voici la fonction psi carré qui est ici le maximum de la densité de probabilité de présence. Si on place psi carré en fonction d'x, densité de probabilité de présence maximale, ici, le maximum de la fonction. Et ça, le maximum de la fonction va correspondre au rayon le plus probable. Ça veut dire que le domaine de l'espace ou la probabilité de présence, le domaine de l'espace. Ici, bien sûr, on a une densité de probabilité linéaire. La particule se déplace sur une droite, suivant l'axe des x, par exemple, ici, suivant l'axe des x. Et la particule se déplaçant suivant l'axe des x, x va correspondre au rayon de la trajectoire. Et le maximum de cette probabilité va correspondre au rayon le plus probable. Là, vous avez le maximum de probabilité de trouver la particule. La largeur en 1000 hauteur détermine l'institut sur la mesure à t égale 0. N'oubliez pas que
On avait déjà déterminé, parlé de l'incertitude sur la position lorsqu'on a étudié le principe d'incertitude d'Eisenberg. Et ici, la largeur à mi-hauteur permet de déterminer l'incertitude sur la position. On fait une petite application de ce qu'on a vu. La fonction donne une particule de masse m se déplace suivant l'axe x ou x' ou x est confiné dans l'intervalle moins pi plus 1 est donné par psi dx égale a i cosinus x. Donc, vous voyez ici, pour cette particule, l'espace tout entier correspond à ce segment-là de moins pi à plus pi. Ça veut dire que la particule ne peut se déplacer qu'entre moins pi et plus pi. Donc, l'espace tout entier pour cette particule, c'est moins pi plus pi. Donner l'expression de la probabilité de présence d de p de x pour un déplacement élémentaire dx. Donc, vous voyez qu'ici, le déplacement se fait uniquement suivant l'axe des x, que représente la constante a pour la fonction de, une constante très importante pour toutes les fonctions, puisqu'on verra que si une fonction n'est pas normée, on peut la normaliser en introduisant cette constante a. Calculer la constante a, déduire l'expression de psi dx. Déterminer la probabilité de trouver la particule dans l'intervalle 0 plus pi. Donc, la fonction de psi dx, expression de la probabilité de présence de la particule. Bien sûr, d de p de x. Ici, la particule ne peut se déplacer que suivant l'axe des x. Donc, c'est psi de x au carré dx. Psi de x multiplié par conjugué de psi de x dx. Bien sûr qu'elles sont là. Comment on appelle ça? Psi de x, c'est AI cosinus x. Et bien sûr, c'est l'imaginaire. AI cosinus x multiplié par le conjugué moins I cosinus x. A moins I cosinus x dx. Donc, voici la probabilité de présence. La probabilité élémentaire de présence, bien la probabilité sur l'élément sur dx uniquement. AI cosinus x, ça fait A carré cosinus carré x, puisque I fois I, ça fait moins 1, c'est I au carré, moins 1 multiplié par le moins, ça fait plus. Donc, voici l'expression de la probabilité de présence d de p de x. A, c'est ce qu'on appelle la constante de normalisation. A, qu'on a ici, dans toutes les fonctions d'onde, vous verrez toujours un A qui est devant. A, c'est ce qu'on appelle la constante de normalisation. Constante de normalisation. Elle permet de normaliser n'importe quelle fonction. A, calcul de A, bien sûr, constante. K, c'est la constante de normalisation. Bien sûr, il y a une condition de normalisation, on a déjà dit. La probabilité de trouver la particule dans l'espace tout entier doit être égale à 1. Donc, P de moins pi à plus pi, c'est toujours égal à 1. Parce que la particule ne peut se déplacer qu'entre moins pi et plus pi. Donc, la probabilité de trouver la particule entre moins pi et plus pi doit toujours être égale à 1. La probabilité de trouver l'espace, je rappelle, l'espace tout entier dépend du problème posé. Dans notre cas, l'espace tout entier, c'est moins pi plus pi. C'est comme si on prenait notre ami Samba, on le mettait dans un puits profond. L'espace tout entier, ce sera juste le domaine défini par le puits. D'accord? Donc, P de moins plus pi, c'est moins P plus, on intègre dans l'espace tout entier, bien sûr. Moins P plus pi, A cos carré, A carré cos carré x dx. Et puis en chimie, maintenant, on est en mathématiques. Carré x, c'est 1 plus 2 cos carré x, 1 sur 2. Donc, cosinus carré x, ça fait 1 plus cosinus 2x sur 2. Donc, on a ça égal à 1. Sur condition de normalisation, la probabilité de trouver la particule dans l'espace tout entier est égale à 1. C'est une certitude. L'espace tout entier pour notre particule, c'est de plus pi, c'est de moins pi à plus pi. Donc, on intègre, on a ça. En intégrant, bien sûr, on a plus p à carré, l'intégrale de x, c'était 1 sinus 2x sur 2, plus moins pi, donc il va me rester bien sûr. Sinus de 2pi, ça fait 0.
Sinus de moins 2pi, ça fait 0. Donc, il reste que pi, x égale pi, moins pi, ça fait 2pi. 2pi sur le 2 là, ça fait 1. Donc, a égale à 1 sur racine de pi. Et cette fonction, elle est normée. Elle est normée. Psi de x égale 1 sur racine de pi, point cosinus de 2. C'est une fonction. Donc, l'expression de psi. Donc, on a répondu à cette question. Une chose, comment faire pour déterminer la fonction d'onde d'une particule? La fonction d'onde d'une particule, pour l'avoir, il faut résoudre l'équation de Schrödinger. Pour déterminer la fonction d'onde d'une particule, il faut résoudre l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger est à la mécanique quantique ce qu'est le principe fondamental de à la mécanique classique. Donc, c'est le pendant du principe fondamental de la dynamique. C'est comme si vous venez vous appliquer juste le théorème du centre d'inertie pour déterminer les particules. Pour déterminer l'accélération, la vitesse des particules. Vous avez l'habitude d'utiliser le théorème du centre d'inertie, c'est le principe fondamental de la dynamique. Et ici, en mécanique quantique, on résout l'équation de Schrödinger. Moins h bar carré sur 2m, m étant la masse de la particule. Bien sûr, les dérivés partiels par rapport les dérivés partiels, dérivés seconds partiels des fonctions, d2 de phi sur dx carré, d2 de phi du 2y carré, d2 de phi du 2z carré, plus v phi égale à E phi. E, bien sûr, c'est l'énergie totale, cinétique plus énergie potentielle. V, c'est le potentiel de la particule. Bien sûr, m la masse et bien sûr les d rond sur dx, ce sont les dérivés partiels. Donc voici l'équation de Schrödinger. Dès qu'on pose le problème, je commence par poser l'équation de Schrödinger. En résolvant cette équation de Schrödinger, vous pouvez déterminer la fonction d'onde. Donc vous voyez bien que cette équation de Schrödinger, bon, de façon générale, c'est une équation différentielle du second ordre à coefficient constant avec second. Bon, ça dépendra des problèmes si le second va disparaître ou pas. C'est une équation différentielle du second ordre à coefficient constant. C'est l'équivalent du principe fondamental de la décadence mécanique classique. Alors, on avait toujours l'habitude d'appliquer pour tout problème en mécanique classique le principe fondamental de la dynamique. Ici, pour tout problème, on va poser l'équation de Schrödinger. Bien sûr, la résolution de cette équation donne la fonction d'onde de la particule. Elle ne donne pas seulement, bien sûr, on peut la modifier. Souvent, on va la simplifier en posant la place delta dx carré dt carré. On simplifie cette équation. C'est moins h bar carré. Là, plus v ici et ici. Ça, c'est un opérateur que vous verrez à partir de la deuxième année. Un opérateur transforme une fonction en un produit d'un scalaire et de la même fonction. Ça fait h ici, donc c'est tout ça qu'on appelle h, ce qu'on appelle l'hamiltonien. H ici égale à f. Je rappelle que c'est juste une expression, on veut juste simplifier, mais le programme d'étude des opérateurs se fera à partir de la deuxième année en mécanique quantique. Donc ça, c'est l'opérateur qui transforme une fonction en un scalaire multiplié par cette fonction, en produit, transforme la fonction en un produit entre un scalaire et la même fonction. H, c'est ce qu'on appelle l'opérateur hamiltonien. Le programme des opérateurs, c'est en deuxième. En mécanique quantique, bien sûr. Les solutions de cette équation, bien sûr, vous voyez qu'ici, les solutions de cette équation se découplent. Là, donc, lorsque vous résolvez cette équation, vous allez trouver bien sûr la fonction d'onde de la particule, mais aussi l'énergie de la particule. Donc, c'est des coups PCI, EI, PCI, EI. Donc, la résolution de l'équation de Schrödinger permet d'avoir deux grandeurs, la fonction d'onde de la particule et l'énergie de cette particule. Bien sûr, ce couple-là doit satisfaire deux conditions. Bien sûr, la première condition, c'est l'équation des solutions. Quand vous mettez H psi, vous aurez égal à E psi. Et bien sûr, la condition de normalisation.
on peut trouver plusieurs fonctions. Toutes les fonctions ne seront pas physiquement acceptables. Seules les fonctions qui vérifient cette équation et la condition de normalisation sont les solutions de l'équation. C'est pourquoi on a PCI, EI, puisqu'on aura PCI1, PCI2, PCI3, PCI4, PCI5, PCI6, ainsi de suite. E1, E2, E3, E4, E5, E6. Tous les EI, tous les PCI ne sont pas solutions nécessairement de ne sont pas nécessairement solutions de l'équation. Ce sont des solutions mathématiques, mais ce ne sont pas des solutions physiques. On peut avoir des solutions mathématiques, mais ces solutions ne seront pas physiquement acceptables. Donc, parmi toutes les solutions, on va toujours regarder les solutions qui sont physiquement acceptables, c'est-à-dire les solutions qui vérifient l'équation de Schrödinger, bien sûr, et la condition de normalisation. Les fonctions d'un psi, solution de l'équation, sont appelées fonctions propres de l'opérateur H. Les scalaires EI sont appelés valeurs propres de l'opérateur de H de l'opérateur H. Notez bien, ça c'est très important. L'équation de Schrödinger n'a de solution exacte que pour les systèmes à une particule. Donc ça veut dire que l'hydrogène, on peut étudier l'électron de l'hydrogène, on peut étudier l'électron des hydrogénides, mais quand vous avez une fonction à plusieurs électrons, l'équation de Schrödinger, on verra ça dans les prochains chapitres, n'a pas de solution exacte, mais on aura des solutions approchées. Donc, notez juste que l'équation de Schrödinger n'a de solution exacte que pour les systèmes à particules. En tenant compte de la mobilité du noyau, en coordonnées cartésiennes, on a, en tenant compte de la mobilité du noyau, n'oubliez pas, pour l'atome d'hydrogène, le noyau est immobile. Donc, le noyau est mobile en même temps que l'électron. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir compte de la mobilité du noyau. Dans ce cas, il faut juste remplacer la masse de l'électron, comme on l'avait dit dans le chapitre précédent, par la masse du système. Delta égale delta x, d2 dx carré, d2 dz dz carré. L'énergie potentielle, l'énergie cinétique. L'énergie potentielle, on l'a déjà vu, égale moins E carré sur 4 epsilon 0. L'énergie potentielle, on l'avait déjà vu dans le chapitre 2. L'énergie cinétique, c'est P carré sur 2, P étant la quantité de mouvement. L'énergie totale, c'est P carré sur 2i plus l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, ce qui nous permet d'écrire l'équation dans le cadre de l'atome d'hydrogène, dans le cadre de l'atome d'hydrogène, moins h bar carré sur 2 on va remplacer juste les masses. Donc, voici l'équation de Schrödinger, moins h bar carré sur 2m, pour une particule quelconque qui se déplace, mais ici, dans le cadre de l'atome d'hydrogène, on a le système, c'est constitué de l'électron et du noyau, c'est-à-dire les deux ensembles se déplacent. Donc, on va remplacer juste la masse de la particule ici par la masse du système, la masse réduite que nous avons déjà vu, moins E carré 4. Même chose ici pour l'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Voici l'expression de l'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène en coordonnées sphériques. En coordonnées. Du fait de la symétrie sphérique de l'atome, on travaille très souvent en coordonnées sphériques. R, θ, F. Donc, il faut passer des coordonnées spatiales, coordonnées cartésiennes, aux coordonnées sphériques. R, θ et Φ, ça vous avez déjà vu en électricité, en mécanique. Donc, ici, on va passer des coordonnées d'espace X, la projection ici sur le plan, dans le plan X ou Y, Z, la cote, le support va se long, R est ici, θ et puis donc pour passer des coordonnées sphériques aux coordonnées, passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées sphériques, qu'est-ce qu'on a? X égale R sinus θ cosinus phi, Y R sinus θ sinus phi, et Z R cos θ. Vous avez déjà vu ça en mécanique, en électricité. Ça permet d'exprimer. Et on verra ça, pourquoi on a besoin de ça, on verra que la fonction d'onde est beaucoup plus simple à étudier lorsqu'on est en coordonnées sphériques que qu'en coordonnées cartésiennes. Donc, toujours, souvent, on vous donne les fonctions d'onde en coordonnées sphériques, on vous demande de passer en coordonnées cartésiennes, ou bien l'inverse, vous passez des coordonnées cartésiennes en coordonnées sphériques, sachant que l'étude de la fonction d'onde en coordonnées est beaucoup moins complexe
dans le cas des coordonnées cartésiennes. C'est une petite application. Exprimée par exemple en coordonnées sphériques, la fonction d'une particule décrite en coordonnées cartésiennes par ici de x, y, z, ar carré, x carré moins y carré, plus bz carré. Ici, x, y, z, ar carré, x carré moins y carré plus bz carré, ça c'est la fonction d'onde. On va juste exprimer x. Bien sûr, x on connaît en coordonnées cartésiennes. En coordonnées sphériques, c'est r sinus θ cos θ au carré, ça fait r carré sinus carré θ cos carré θ phi. Y on connaît r sinus θ sinus phi. Y carré, ça fait r carré sinus carré θ sinus carré phi. Z, bien sûr, c'est r cos θ. Et bien sûr, z carré, r carré cos carré θ. Donc ici, on factorise par sinus carré θ. Il va nous rester bien sûr cos carré phi plus sinus carré phi. Et bien sûr, les carrés se simplifient par b cos carré θ. Et voici l'expression, la fonction d'onde en coordonnées sphériques a sinus carré θ plus b cos carré θ. D'accord? Donc on passe de cette fonction-là en coordonnées cartésiennes à cette fonction-là en coordonnées sphériques. Donc, nous venons de terminer le chapitre 4 de l'année, bien sûr. Chapitre 4, semestre 1. On va se retrouver bientôt dans le semestre 2 pour continuer le cours en attendant les examens. Donc, du courage, bonne chance. Je rappelle qu'il y a un forum dans la plateforme. Vous pouvez poser toutes vos questions, discuter entre vous et je serai toujours là-bas pour répondre à ça. Merci et au prochain chapitre.